chaîne. La première vidéo, enfin si vous l'avez vue, ça c'était un peu un test, c'est pour ça que je n'ai lu que le résumé d'un livre. Et ce livre, je vais vous le lire. Et là, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous lire que le premier chapitre, car car il est quand même assez long. 18 pages, enfin 18 pages, c'est même pas la moitié d'une autre. Ça me prend environ 20 minutes. Donc c'est déjà pas mal pour une vidéo, je trouve. Alors je vais vous rappeler l'auteur de ce livre, qui est Fred Vargas. Et le titre, c'est Sous les vents de Neptune. Alors nous allons passer au chapitre 1. Voilà, c'est parti. Adossé au mur noir de la cave, Jean-Baptiste Adamsberg considérait l'énorme chaudière qui, l'avant-veille, avait stoppé toute forme d'activité. Un samedi 4 octobre, alors que la température extérieure avait chuté aux alentours de 1 degré, sous un vent droit venu de l'Arctique, incompétent, le commissaire examinait la calandre et les tuyauteries silencieuses dans l'espoir que son regard bienveillant ranime l'énergie du dispositif ou bien fasse apparaître le spécialiste qui devait venir et qui ne venait pas. Ce n'était pas qu'il fût sensible au froid ni que la situation lui fût désagréable. Au contraire, l'idée que parfois le vent du nord se propulsât directement, sans escale, ni déviation depuis la banquise jusqu'aux rues de Paris, 13e arrondissement, lui donnait la sensation de pouvoir accéder d'un seul pas à ces glaces lointaines, de pouvoir y marcher, y creuser quelques trous pour la chasse aux phoques. Il avait ajouté un gilet sous sa veste noire, et s'il n'avait tenu qu'à lui, il aurait attendu sans hâte la venue de réparateurs, tout en guettant l'apparition du museau du phoque. Mais à sa manière, le puissant engin terré dans les sous-sols participait pleinement à l'élucidation des affaires qui convergeaient à toute heure vers la brigade criminelle, réchauffant les corps des 34 radiateurs et des 28 flics du bâtiment, corps à présent engourdis par le froid, engoncés dans des anoraks, s'enroulant autour du distributeur à café, appliquant leurs mains gantées sur les gobelets blancs, ou qui désertaient carrément les lieux pour les bars alentours. Les dossiers se pétrifiaient à la suite. Dossiers primordiaux, crimes de sang. Dans l'énorme chaudière n'avait que faire. Elle attendait, princière et tyrannique, qu'un homme de l'art voulut bien se déplacer pour se mettre à ses pieds. En signe de bonne volonté, Adamsberg était donc descendu lui rendre un court et vain hommage et trouver là, surtout un peu d'ombre et de silence, échapper aux plaintes de ces hommes. Ces lamentations, alors qu'on parvenait à maintenir une température de 10 degrés dans les locaux, auguraient mal du stage ADN au Québec, où l'automne s'annonçait rude, moins 4 degrés hier à Ottawa, et de la neige déjà, par-ci par-là. 2 semaines ciblées sur les empreintes génétiques, salive, sang, sueur, larmes, urine et excrétions diverses à présent capturées dans les circuits électroniques, triés et triturés, toute liqueur humaine devenue véritable engin de guerre de la criminologie. À 8 jours du départ, les pensées d'Adamsberg avaient déjà décollé vers les forêts du Canada, immenses, lui disait-on, trouées de millions de lacs. Son adjoint, Danglars, lui avait rappelé en maugréant qu'il s'agissait de fixer des écrans et en aucun cas les surfaces des lacs. Cela faisait 1 an que le capitaine Danglars maugréait. Adamsberg savait pourquoi, et il
conciliation ou bien des conciliabules. De même, nommait-on la pièce attenante, salle du chapitre, espace plus modeste où se tenaient les assemblées restreintes. D'où cela venait-il? Adamsberg ne le savait pas. De Danglars, probablement, dont la culture lui semblait parfois sans limite et presque toxique. Le capitaine était sujet à de brusques expulsions de savoir, aussi fréquentes qu'incontrôlables, un peu à la manière d'un cheval qui s'ébroue dans un frisson bruyant. Il suffisait d'un faible stimulus, un mot peu usité, une notion mal cernée, pour que s'enclenche chez lui un développé érudit et pas nécessairement opportun, qu'un geste de la main permettait d'interrompre. D'un signe négatif, Adamsberg fit comprendre au visage qui se levait sur son passage que la chaudière se refusait à donner signe de vie. Il gagna le bureau de Danglars qui achevait les rapports urgents d'un air sombre pour le cas désastreux où il devrait rejoindre le Labrador sans même pouvoir l'atteindre en raison de cette explosion au-dessus de l'Atlantique suite à l'embrasement du réacteur gauche encrassé par un vol des tourneaux venus s'encastrer dans les turbines. Perspective qui, à son idée, l'autorisait pleinement à déboucher une bouteille de blanc avant 6 heures de l'après-midi. Adamsberg s'assit sur l'angle de la table. Où en sommes-nous, Danglars, de l'affaire d'Ernoncourt? En bouclage, le vieux baron est passé aux aveux complets, limpides, trop limpides, dit Adamsberg en repoussant le rapport et en attrapant le journal qui reposait proprement plié sur la table. Voilà un dîner de famille qui tourne à la boucherie, un vieil homme hésitant, empêtré dans ses mots, et brusquement il passe au limpide, sans transition, ni clair-obscur. Non, Danglars, on ne signe pas cela. Adamsberg tourna bruyamment une des pages du journal. Ce qui veut dire, demanda Danglars, qu'on reprend à la base. Le baron nous promène. Il couvre quelqu'un et très probablement sa fille. Et la fille laisserait son père aller au casse-pipe. Adamsberg tourna une nouvelle feuille de journal. Danglars n'aimait pas que le commissaire lise son journal. Il le lui rendait froissé et démembré, et il n'y avait rien à faire ensuite pour remettre le papier dans ses plis. Cela s'est vu, répondit Adamsberg. Tradition aristocratique et surtout sentence pénible pour un vieil homme affaibli. Je vous le répète, nous n'avons pas de clair-obscur et cela c'est impensable. La volte-face est trop nette et la vie n'est jamais si danger. Il y a donc tricherie à un endroit ou à un autre. Fatigué, Danglars ressentit la brusque envie d'attraper son rapport et de tout foutre en l'air, d'arracher aussi ce journal qu'Adamsberg déstructurait négligemment entre ses mains. Vrai ou faux, il serait contraint d'aller vérifier les foutus aveux du baron au seul prétexte des molles intuitions du commissaire. Des intuitions qui, aux yeux de Danglars, s'apparentaient à une race primitive de mollusques apodes, sans pieds, ni pattes, ni haut, ni bas, corps translucide flottant sous la surface des eaux, et qui exaspérait, voire dégoûtait l'esprit précis et rigoureux du capitaine. Contraint d'aller vérifier car ses intuitions apodes se révélaient trop souvent exactes, par la grâce d'on ne sait quelle préscience qui défiait les logiques les plus raffinées, préscience qui, de succès en succès, avait amené Adamsberg ici, sur cette table, à ce poste, chef incongru et rêveur de la brigade criminelle du 13e. Préscience qu'Adamsberg daignait lui-même et qu'il appelait tout simplement les gens la vie. Vous ne pouviez pas le dire plus tôt, demanda Danglars, avant que je ne tape tout ce rapport. Je n'y ai songé que cette nuit, dit Adamsberg en fermant brusquement le journal, en pensant à Rembrandt. Il repliait le quotidien à la hâte,
suivra l'affaire quand nous serons partis. Il fera cela très bien. Où en sommes-nous de ce Québec? Le préfet attend notre réponse demain à 14 heures, répondit Danglars, le front plissé d'inquiétude. Très bien. Convoquez une réunion des 8 membres du stage à 10h30 dans la salle du chapitre. Danglars, reprit-il après une pause, vous n'êtes pas forcé de nous accompagner. Ah non, le préfet a dressé lui-même la liste des participants et j'y figure en tête. À cet instant même, Danglars n'avait pas précisément l'allure d'un des membres les plus éminents de la brigade. La peur et le froid lui avaient ôté sa dignité ordinaire, moche et mal servie par la nature, selon ses mots. Danglars tablait sur une élégance sans faille pour compenser ses traits sans structure et ses épaules tombantes, et pour conférer quelque charme anglais à son long corps mou. Désolé. Mais aujourd'hui, le visage étréci, le torse engoncé dans une veste fourrée et le crâne couvert d'un bonnet marin. Tout effort de style était voué à l'échec, d'autant que le bonnet qui devait appartenir à l'un de ses 5 enfants était surmonté d'un pompon que Danglars avait coupé à ras au mieux qu'il avait pu, mais dont la racine rouge était encore ridiculeusement visible. On peut toujours invoquer une grippe pour cause de chaudière en panne, proposa Adamsberg. Danglars souffla dans ses mains gantées. Je dois passer commandant dans moins de 2 mois, marmonna-t-il, et je ne peux pas risquer de manquer cette promotion. J'ai 5 gosses à nourrir. Montrez-moi cette carte du Québec, montrez-moi où nous allons. Je vous l'ai déjà dit, répondit Danglars en dépliant une carte. Ici, dit-il en pointant son doigt à 2 lieues d'Ottawa, dans un trou du cul du monde nommé Hull-Gatineau, où la GRC a installé un des quartiers de la Banque nationale des données génétiques. La GRC, je vous l'ai déjà dit, répéta Danglars, la gendarmerie royale du Canada, police montée en bottes et habits rouges, comme au bon vieux temps où les Iroquois faisaient encore la loi sur les rives du Saint-Laurent. En habits rouges, ils sont toujours comme cela, pour les touristes seulement. Si vous êtes si impatient de partir, il serait peut-être bon de savoir où vous mettez les pieds. Adamsberg sourit largement et Danglars baissa la tête. Il n'aimait pas qu'Adamsberg sourit largement quand il avait décidé de maugréer. Car, disait-on, en salle des racontars, c'est-à-dire dans le diverticule où s'entassaient les distributeurs à bouffe et à boisson, le sourire d'Adamsberg faisait ployer les résistances et liquéfier les glaces arctiques. Et Danglars y réagissait de même, comme une fille, ce qui, à plus de 50 ans, le contrariait beaucoup. Je sais tout de même que cette GRC est sur le bord du fleuve Outaouais, observa Adamsberg, et qu'il y a des voltois sauvages. Danglars but une gorgée de blanc et sourit un peu sèchement. Des bernaches, précisa-t-il, et l'Outaouais n'est pas un fleuve, c'est une rivière. Elle fait 12 fois la Seine, mais c'est une rivière qui se jette dans le Saint-Laurent. Bien, une rivière, si vous y tenez. Vous en connaissez trop pour reculer Danglars. Vous êtes dans l'engrenage et vous partirez. Rassurez-moi et dites-moi que ce n'est pas vous qui avez nuitamment massacré la chaudière, ni tué sur son chemin le spécialiste qui doit venir et qui ne vient pas. Danglars leva un visage offensé. Dans quel but? De pétrifier les énergies, de geler les velléités d'aventure, du sabotage. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Sabotage mineur, bénin. Mieux vaut une chaudière en avarie qu'un Boeing explosé, puisque c'est là le vrai motif de votre vue, n'est-ce pas, capitaine? Danglars frappa brusquement du poing sur la table, et des gouttes de vin s'écrasèrent sur les rapports. Adamsberg sursauta. Danglars pouvait maugréer, bougonner ou bouder en silence, toute façon mesurée d'exprimer sa désapprobation si nécessaire, mais il était avant tout un homme policé, courtois et d'une bonté aussi vaste
Vous y voilà, parfaitement. Et cela ne vous regarde pas, capitaine. Non, cria Danglars. Il y a un an, Camille s'était envolée, sortie de votre vie par la grâce d'un de ces diaboliques sabordages dont vous avez le secret. Et qui désirait la revoir? Qui? Vous ou moi? Moi. Et qui l'a pisté, retrouvé, localisé? Qui vous a fourni son adresse à Lisbonne? Vous ou moi? Adamsberg se leva et alla fermer la porte du bureau. Danglars avait toujours vénéré Camille, qu'il était et protégé comme un objet d'art. À cela, il n'y avait rien à faire, et cette ferveur protectrice s'accommodait très mal de la vie tumultueuse d'Adamsberg. Vous, répondit-il calmement. Exact. Alors cela me regarde. Plus bas, Danglars, je vous écoute, et il est inutile de crier. Cette fois, le timbre particulier de la voix d'Adamsberg sembla opérer son effet. Comme un produit affectif, les inflexions de la voix du commissaire enveloppaient l'adversaire, déclenchant une relâche ou bien une sensation de sérénité, de plaisir ou d'anesthésie complète. Le lieutenant Voisonnet, qui avait une formation de chimiste, avait souvent évoqué cette énigme en salle des racontars, mais personne n'avait pu identifier quel produit lénifiant au juste avait été introduit dans la voix d'Adamsberg, du thym, de la gelée royale, de la cire, un mélange. Danglars baissa d'un cran. Et qui, reprit-il plus bas, a couru la voir à Lisbonne et a fracassé toute l'histoire en moins de 3 jours? Moi. Vous, une inanité, ni plus ni moins, qui n'est pas votre affaire. Adamsberg se leva et, écartant les doigts, laissa tomber le gobelet droit dans la poubelle, plein centre. Comme on tire, comme on vise, il quitta la pièce d'un pas égal, sans se retourner. Danglars serra les lèvres. Il savait qu'il avait passé la ligne, attaqué trop loin en des terres interdites, mais alourdi par des mois de réprobation et exacerbé par l'affaire québécoise, il n'avait plus été capable de reculer. Il frotta ses joues avec la laine rugueuse des gants, hésitant, pesant ses mois de lourd silence de mensonges, de traîtrise peut-être. C'était bien ainsi, ou mal. À travers ses doigts, son regard accrocha la carte du Québec étalée sur la table. À quoi bon se tourner les sangs? Dans 8 jours, il serait mort, et Adamsberg aussi, et Tourneau avalé dans la turbine, réacteur gauche en feu, explosion sus-atlantique. Il leva la bouteille et but directement une gorgée au goulot. Puis il décrocha le téléphone et composa le numéro du réparateur. Voilà pour le chapitre 1. Alors, j'espère que la vidéo aura été meilleure que la première. Pour ma part, je trouve que j'ai moins bugué. Après, ça reste à vérifier. Et je vais vous laisser sur ça.